L'ère coloniale tire à sa fin. L'Union soviétique croit que le monde va adopter le socialisme et c'est le message qu'elle prêche dans sa propagande. Les États-Unis sont inquiets. On croyait vraiment à Washington que les Soviétiques allaient poursuivre une politique expansionniste dans le tiers-monde. Et notre objectif était d'empêcher cela. Nikita Khrouchtchev et Gabal Abdel Nasser changent le visage de l'Égypte. Lorsque les pays occidentaux refusent un prêt à l'Égypte pour ériger un barrage sur le Nil, l'Union soviétique prend la relève. Les nouveaux pays exploitent la guerre froide pour obtenir de l'argent et des armes. Les pays en voie de développement se font courtiser. En Europe, les frontières étaient coulées dans le béton et il n'y avait plus de possibilité d'expansion pour aucun des deux camps. Cela aurait déclenché une nouvelle guerre mondiale. Alors, où pouvait-on chasser? Pour parler crûment, là où il restait des proies, c'est-à-dire dans le tiers-monde. Et dans chaque camp, on ne voulait pas rater une seule occasion. Dans la Corne de l'Afrique, l'Union soviétique appuie deux régimes rivaux et opposés. Les États-Unis y voient la preuve de l'expansionnisme soviétique. En Angola, des milliers de Cubains vont combattre les soldats de l'Afrique du Sud qui ont l'appui des États-Unis. En Égypte, l'Union soviétique fournit des armes à bon prix et à crédit. Mais le président Nasser n'est pas du genre à se laisser influencer facilement. Il ne faudrait pas croire que nos relations avec Nasser étaient du genre maître-serviteur. Nasser a toujours poursuivi sa propre politique. Il a compris la stratégie mondiale et nous a fait bénéficier des désaccords entre l'Union soviétique et les États-Unis et l'Occident. Nasser a exploité cette situation pour accroître notre potentiel militaire et économique. Nasser est le héros du monde arabe. Les Égyptiens se préparent à la guerre. Nasser et les États arabes veulent détruire Israël. Moscou n'est pas d'accord. En 1948, l'Union soviétique a appuyé la création de l'État d'Israël en territoire arabe. En 1967, les 2,5 millions de Juifs d'Israël sont encerclés par 90 millions d'Arabes hostiles. Israël ne se sent pas en sécurité. La menace de l'Égypte s'intensifie. Israël bénéficie de l'appui politique des États-Unis, mais pas de ses armes.
Pourra-t-il compter sur les Américains en cas d'attaque surprise? Le président Johnson nous a demandé de faire venir le ministre des Affaires étrangères d'Israël au quartier résidentiel de la Maison-Blanche. Et, disons-le franchement, l'intention était de le travailler aux côtes. De le persuader, serait un terme plus poli, d'éviter une attaque préventive. Nous pensions qu'il fallait le persuader. Israël frappe le premier. En moins de 3 heures, 90% de l'aviation égyptienne est détruite au sol. Les Israéliens prennent Jérusalem-Est. Les Juifs peuvent de nouveau prier au mur des lamentations. Les Israéliens persévèrent. En 6 jours, les armées de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie sont en déroute. La carte du Moyen-Orient est transformée. La superficie d'Israël a triplé. Dans le match entre la Russie et les États-Unis, dans le cadre de la guerre froide au Moyen-Orient, Israël était un allié automatique de l'Occident. Depuis la guerre des 6 jours, cet allié automatique est devenu un avantage stratégique. Les États-Unis deviennent le principal fournisseur d'armes d'Israël. Dans les territoires occupés, 1 million d'Arabes se retrouvent sous l'autorité israélienne. C'est un coup terrible pour le moral des Arabes. Les Soviétiques font le bilan. Как бы наше оружие оказалось не столь эффективным, как Nos armes se sont avérées moins efficaces que nous l'avions prévu. Nous pensions qu'il était de notre devoir de compenser, de fournir plus d'armes et de manière plus générale, de ne pas laisser l'Ouest l'emporter. Septembre 1970. L'Égypte est en deuil suite à la mort du président Nasser. Les pays en voie de développement pleurent un dirigeant extraordinaire. Il en va de même du premier ministre Kosygin. Les parents du défunt sont mal à l'aise, comme les Russes. Qui peut succéder à Nasser? I shall do my best to follow the policy of my late president, my dearest friend, President Gamal. But no one will capitulate here in this country. I am not ready to capitulate or to surrender 1 inch or a bit of sand. Au sommet de Moscou, en 1972, les superpuissances s'entendent sur un code de conduite, la détente. Richard Nixon et Léonid Brejnev conviennent de ne plus chercher à faire de gains aux dépens de l'autre. Pour Moscou, de meilleures relations avec les États-Unis pèsent plus lourd que ses engagements envers les Arabes. Cela a provoqué la colère de Sadat parce qu'il a eu l'impression qu'il donnait la priorité à la détente avec les Américains plutôt que d'aider l'Égypte à faire la guerre. Mais la détente ne met pas un terme aux initiatives américaines visant à étendre l'influence des États-Unis au Moyen-Orient aux dépens de Moscou. Notre politique en 1972 consistait vraiment à tenter de minimiser et de réduire le rôle. J'irai plus loin, de maintenir les Soviétiques à l'écart. Nous avons adopté la politique de nous opposer à tout mouvement soutenu par l'armement soviétique, jusqu'à ce qu'un quelconque dirigeant arabe soit tellement frustré qu'il se tourne vers nous pour chercher une solution diplomatique. Nous tenterions alors d'avoir la position la plus équitable possible. En Égypte, comme dans beaucoup d'autres pays en voie de développement, la présence soviétique est énorme.
En juillet 1972, Sadat annonce aux 15 000 conseillers et à leurs familles qu'ils doivent faire leurs bagages et partir. C'est une affirmation de pouvoir audacieuse. Le geste de Sadat fait grimper sa popularité, mais faire sortir le peu de pouvoir réel des Russes. En octobre 1972, ils ont décidé de revenir appuyer l'Égypte. Et Sadat en a profité. Il a dit « Je les ai expulsés pour démontrer mon pouvoir, afin qu'ils nous donnent ce dont nous avions besoin. » Et curieusement, le marché sur les armes conclu après octobre a été l'un des plus importants jamais conclus avec l'Union soviétique. Sadat a besoin d'armes. Il envisage de mettre un terme à cette paix trouble. Le Yom Kippour, le jour saint le plus sacré d'Israël. 4000 soldats égyptiens et des chars d'assaut franchissent le canal de Suez. Au début de la guerre du Yom Kippour, l'armée égyptienne avance rapidement, impatiente de reprendre le territoire perdu. Les Juifs américains exigent une aide immédiate pour Israël. Washington est devant un dilemme. Fournir de l'aide à son allié israélien risque d'aliéner la bonne volonté des Arabes. Le secrétariat d'État tergiverse. Il y a eu un différend sur la disponibilité du transport et le Pentagone a suggéré de louer des avions privés. Nous étions très déçus et irrités que les ravitaillements arrivent si lentement et uniquement par les avions d'El Al. Le convoi aérien a été sans cesse reporté. Les Égyptiens poursuivent leur attaque. Les États-Unis ont commencé à réaliser que nous étions dans une situation grave quand nous avons soudainement changé de discours. Au lieu du ton léger et assuré typique d'Israël, nous avons déclaré qu'à la suite de ces événements, nous étions en train de perdre notre élément vital. Sadat est triomphant. Il a repris le territoire que l'Égypte a perdu durant la guerre des 6 jours. Mais les Russes pressentent un désastre. Ils incitent Sadat à accepter un cessez-le-feu. Il tirait avantage d'un cessez-le-feu. Sinon, il serait contraint de retraiter. Mais Sadat ne voulait rien entendre. À Washington, le président Nixon met fin au délai d'envoi d'armes. Quand on lui a laissé le choix d'envoyer 2 ou 3 avions américains, Nixon a dit « Envoyons-en beaucoup, parce qu'on va nous critiquer quoi qu'on fasse, qu'on envoie un avion, 2 ou 40. Alors faisons les choses de manière efficace. » Le pont aérien place ouvertement la plus grande puissance du monde dans le camp d'Israël. Ce sont maintenant les alliés de Moscou qui font face à la défaite. Les Israéliens franchissent le canal de Suez et pénètrent en Égypte. La majeure partie de l'armée égyptienne se retrouve bientôt isolée dans le Sinaï. Alors Sadat a été terrifié. Il a téléphoné directement à Brejnev. J'étais là. Je me souviens de l'entendre le supplier « Sauvez-nous, sauvez-nous de ces tanks israéliens ». Isolés dans le désert, les Égyptiens font face à la défaite. Moscou demande un cessez-le-feu. Ils ont réalisé que plus la victoire militaire israélienne était grande,
Plus grand serait l'échec des opérations de ravitaillement soviétiques et, par conséquent, l'affaiblissement général de la position soviétique dans l'ensemble de la région. Les Soviétiques et Henry Kissinger en viennent vite à un accord sur le cessez-le-feu. Lorsque Kissinger arrive en Israël pour annoncer la nouvelle aux Israéliens, la capacité des superpuissances à contenir leurs alliés va être mise à l'épreuve. Il avait pris des engagements que certains de nos dirigeants, en particulier Golda Meir, notre premier ministre, croyaient être plutôt imprudents. À sa descente d'avion, à son arrivée, il a dit « Je vais être puni pour ça ». Israël n'est pas encore disposé à mettre un terme à la guerre. De connivence avec les États-Unis, Israël intensifie son attaque. Les Soviétiques sont indignés. Brejnev a écrit une lettre à Nixon en disant « Comment se fait-il, après que nous nous soyons entendus pour agir conjointement, que les Israéliens continuent d'avancer? Cela sape tous nos efforts de paix. Nous avons suggéré que les Américains et les Soviétiques envoient des soldats au Moyen-Orient pour faire en sorte qu'Israël accepte le cessez-le-feu. » Mais il y avait aussi une phrase qui disait « Si vous ne le faites pas, nous devrons envisager une action unilatérale. » Les dirigeants soviétiques avaient toutes les raisons de déduire qu'il y avait eu une sorte de complot et ils ont réagi très violemment. Ils nous ont fait parvenir une note extrêmement dure disant qu'ils voulaient une intervention américano-soviétique conjointe. Sinon, ils allaient agir unilatéralement. Kissinger fait monter délibérément les enchères. Résolus à prévenir toute intervention soviétique au Moyen-Orient, les Américains placent leurs forces nucléaires en état d'alerte maximale. L'objectif était essentiellement de générer beaucoup de mouvements que l'Union soviétique allait déceler avant de recevoir notre réponse, lui indiquant que cela devenait sérieux. Moscou ne réagit pas à l'alerte. Il a déjà abandonné l'idée d'un envoi unilatéral de troupes. Sous la pression américaine, Israël permet l'envoi de nourriture et d'eau pour ravitailler l'armée égyptienne isolée. Kissinger veut une Égypte vaincue, mais pas détruite. Alors que les Israéliens ne sont qu'à 100 km du Caire, les Égyptiens sont forcés de négocier pour la première fois avec Israël. Moscou n'y participe pas. Les Égyptiens ont vu que dans la partie qui allait mener à la signature éventuelle des accords de désengagement entre l'Égypte et Israël, les États-Unis avaient toutes les cartes en main. Henry Kissinger devient le grand voyageur le plus célèbre du monde. La navette diplomatique lui facilite l'accès à Sadat. La relation avait changé fondamentalement. Je veux dire qu'après la guerre, Sadat croyait maintenant que l'allié mondial essentiel qu'il devait chercher à rallier à sa cause était les États-Unis. Les voyages de Kissinger n'apportent pas la paix définitive. Ils démontrent que les États-Unis sont en train de gagner la guerre froide au Moyen-Orient. Mais il y a un prix à payer. Ces événements ont affecté défavorablement le processus de la détente. Ils ont renforcé la méfiance de l'Union soviétique envers les États-Unis. L'Afrique, 1975. Le dernier empire colonial se meurt et la population de l'Angola accède à la liberté. Un nouveau territoire de chasse s'ouvre aux superpuissances de la guerre froide. Pendant que les soldats portugais quittent l'Angola, 3 groupes se disputent le pouvoir. Cela éveille les craintes des Américains. La première fois que Bill Colby, le directeur de la CIA, a informé de cette situation le Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche, il a dit littéralement « Messieurs,
Voici une carte de l'Afrique et voici l'Angola. En Angola, il y a 3 factions. Le MPLA, ce sont les méchants. Le FNLA, ce sont les bons. Et il y a l'UNITA de Jonas Savimbi que nous ne connaissons pas très bien. Tout cela pour que le Conseil national de sécurité s'implique dans cette affaire. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, le groupe le plus important, est de gauche. Basé à Luanda, la capitale, et aux alentours, l'organisation multiethnique est dirigée par Agostinho Neto et Lucio Lara. Dans les années 60, elle a reçu un entraînement de Cuba et des armes de Moscou. Le Fonds national pour la libération de l'Angola, le FNLA, opère surtout dans le nord du pays. Son dirigeant, Holden Roberto, anticommuniste fervent, entretient des liens étroits avec le Zaïre, un pays voisin, qui lui fournit des armes américaines désuètes. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, dirigée par Jonas Savimbi, est basée dans le sud de l'Angola. Savimbi, un dirigeant charismatique, conclut que l'appui des Américains est la clé du pouvoir. À Alvor, au Portugal, les 3 groupes rivaux se réunissent. Ils s'entendent sur les préparatifs de l'indépendance et des élections. Les États-Unis ont fait échouer tout cela. Notre solution était que la CIA, sans l'accord du Conseil national de sécurité, verse $300 000 à Holden Roberto et lui donne l'ordre d'envoyer ses troupes dans le nord de l'Angola. L'argent américain secrètement acheminé à travers le Zaïre contribue à défrayer la guerre de Holden Roberto contre le MPLA. Son camp était toujours le plus sanguinaire, le plus violent. Ils y sont allés et ont immédiatement abattu 15 activistes politiques du MPLA. À partir de là, le sort en était jeté, le destin de l'Angola était scellé, il était écrit dans le sang. Les Américains ne sont pas convaincus que les troupes de Roberto puissent vaincre le MPLA. La CIA délègue John Stockwell pour faire enquête. Roberto a dit qu'il avait 30 000 hommes. J'ai eu du mal à en compter 30. Mal armé, désorganisé, il ressemblait à une bande de canailles. Et Roberto courait les cocktails. Il avait passé toute sa carrière à manigancer à Kinshasa. Il ne connaissait rien des opérations militaires, de la logistique ou de l'organisation. Stockwell se rend ensuite dans le sud, au quartier général de l'UNITA. Il rencontre le dirigeant de l'UNITA, Jonas Savimbi. J'ai trouvé un révolutionnaire d'un autre genre. Il avait vécu toutes ces années en Angola, 20 ans. Il avait lui-même pris la tête des guérilleros au combat. Quelles que soient les conséquences ou les résultats, nous continuerons à nous battre parce que nous ne voulons pas être les esclaves des Russes en Angola, dans notre propre pays. Les États-Unis appuient maintenant 2 des 3 mouvements indépendantistes. Washington écarte une intervention militaire américaine en Angola. Elle fait plutôt appel en secret à l'Afrique du Sud. Les États-Unis, au plus haut niveau, ont demandé de l'aide, ou plutôt ont demandé à l'Afrique du Sud d'intervenir et d'aider l'UNITA. L'Afrique du Sud était isolée. Même si cela s'est fait en secret, c'était bien pour l'Afrique du Sud de coopérer avec une grande puissance comme les États-Unis, même de manière clandestine. Bien des gens qui occupaient des postes décisionnels au secrétariat d'État étaient disposés à entretenir une relation étrange et ambiguë avec l'Afrique du Sud. L'objectif, c'était la pénétration des Soviétiques et la possibilité que l'Union soviétique profite des situations instables en Afrique
pour s'implanter et semer la discorde. Ils avaient peur du MPLA. Ils nous traitaient de communistes. Les Sud-Africains étaient terrifiés par le MPLA. Ils ne ressentaient pas cette terreur face au FNLA ou l'UNITA qui étaient des alliés. Ils n'aimaient pas le MPLA parce que le MPLA avait lui-même pris position contre l'apartheid. À Luanda, le MPLA organise des défilés. Sur le terrain, dans les campagnes, il perd le contrôle. Nous étions seuls, mal équipés, mal entraînés, mal armés. Nous avons demandé aux Cubains de nous aider à résister à cette agression. Prompt à faire preuve de leadership dans les pays en voie de développement, Cuba envoie 400 conseillers militaires à Luanda. Moscou n'a pas été consulté. Les Soviétiques n'en savaient absolument rien. Nous avons pris cette décision en raison de nos vieilles relations avec NATO et avec le mouvement pour l'indépendance de l'Angola. Nous étions très contrariés. Il va de soi que nous ne voulions pas que Fidel Castro étende son influence sur le continent africain. Notre gouvernement, à Washington, voyait Fidel Castro comme un fondé de pouvoir soviétique. En ce qui concerne l'Angola, nous nous sommes dit que si l'Union soviétique peut intervenir dans des régions qui sont à ce point éloignées des préoccupations traditionnelles des Russes en matière de sécurité, si les forces cubaines peuvent être impliquées dans des points chauds aussi éloignés, et si l'Ouest n'arrive pas à contrer cela, alors tout le système international risque d'être déstabilisé. Il s'agissait de mondialiser notre lutte afin de contrer les pressions et le harcèlement mondialisé des États-Unis. À ce chapitre, sa position ne coïncidait pas avec celle des Soviétiques. Donc, nous avons agi. Mais sans leur coopération. Bien au contraire. On nous a critiqués. Et alors? Au nord de Luanda, les soldats du FNLA de Holden Roberto se dirigent vers la capitale. Ils veulent s'en emparer avant la fête de l'indépendance de l'Angola. Ils ont bon espoir de réussir. En fait, nous avons fêté sa victoire au quartier général de la CIA à Washington. Nous nous attendions à nous faire confirmer la nouvelle de la prise de Luanda avant la fin du jour. Dirigés par les Cubains, les soldats du MPLA stoppent la progression de Roberto. Au milieu de la vallée, quelques 2000 roquettes de 122 mm ont commencé à pleuvoir. Nous n'avions rien pour riposter, nos troupes se sont dispersées et elles ont pris la fuite. La force militaire du FNLA s'est affaiblie. L'allié des États-Unis est en difficulté. En octobre 1975, les soldats sud-africains envahissent l'Angola. De leur base en Namibie, ils rejoignent les troupes de l'UNITA. Le MPLA est maintenant confronté à un plus grand défi. Seulement 2 jours avant la fête de l'indépendance, des milliers de soldats cubains arrivent à Luanda. À Moscou, on a accueilli la nouvelle sans enthousiasme. Ce n'est que lorsque les Cubains ont débarqué que nous nous sommes impliqués. Parce que les Cubains nous demandaient continuellement de l'aide. Ils voulaient des armes, ils voulaient des vivres. Dès que nous avons commencé à envoyer des choses vers l'Angola, nous avons rapidement été dépassés, même si ça ne faisait pas partie de nos plans d'aller là.
Moscou entreprend d'expédier des centaines de tonnes d'armes, des chars d'assaut et des missiles directement à Luanda. Lorsque le MPLA commence les répétitions pour la fête du jour de l'indépendance, la bataille fait rage à tout juste quelques kilomètres de la capitale. Le MPLA célèbre la fête de l'indépendance de l'Angola à Luanda. Ses ennemis n'ont pas réussi à s'emparer de la capitale. Le 11 novembre 1975 a été le jour le plus dur de ma vie. Je me suis remémoré mes 14 années de combat. Je me suis souvenu des morts, de tous ceux qui se sont sacrifiés. Agostino Neto accueille l'ambassadeur soviétique. Le MPLA est reconnu comme le gouvernement de l'Angola par l'Union soviétique, Cuba et la plupart des pays d'Afrique. Sa lutte contre les soldats sud-africains lui confère une crédibilité politique. Au sud de Luanda, les Cubains se préparent à stopper la progression des Sud-Africains. C'était une bataille décisive, car s'ils brisaient notre ligne de défense, il serait très difficile ensuite de les empêcher d'atteindre Luanda. Il y avait des routes vers le nord, d'autres vers le centre, plusieurs routes qui auraient rendu leur avance très efficace et rapide. Les Cubains sont prêts. Ils attendent. L'Angola aurait été perdu. Les soldats de Mobutu étaient près du Rwanda. Les Sud-Africains avaient parcouru plus de 1000 kilomètres. Ils étaient près du Rwanda. Les forces cubaines et le MPLA sont mieux armés que les Sud-Africains. Ils ont été mitraillés très sérieusement. J'ai vu ces camions d'où coulait le sang, et ce n'était pas très beau à voir. Et en s'approchant, de constater pour la première fois qu'il s'agit de vos propres soldats, ce n'était vraiment pas beau. Ils ont tout laissé sur le terrain. Les hommes, les véhicules, les armes. Ça a été une grande victoire contre les Sud-Africains. Les espoirs des Sud-Africains et des Américains de remporter une victoire rapide contre le MPLA sont brisés. Washington a de moins en moins le choix. Juste après le Vietnam, jamais le peuple américain, le Congrès et les médias n'auraient accepté que les États-Unis envoient des troupes pour contrôler le destin d'un pays auquel aucun d'entre nous, aucun Américain, ne s'intéressait. L'administration s'en remet à la CIA, qui va fournir secrètement de l'argent à Holden Roberto et Jonas Savimbi afin de recruter des mercenaires en Afrique, en Amérique et en Europe. Nous avons tué sans raison particulière. Nous avons torturé pour obtenir des renseignements qu'ils n'avaient probablement pas. Et il ne s'agissait pas de soldats ennemis. C'était probablement des citoyens locaux. Et c'est dans cette ambiance que baignait toute l'unité. Nous n'étions qu'une bande de malfaiteurs, menée par un dirigeant très dangereux et quelques associés. Parmi les mercenaires, il y avait de très bons soldats. Callan, par exemple. J'ai rarement vu un aussi bon soldat. Il avait un courage phénoménal. C'était un psychopathe enragé, et quelques hommes qui étaient près de lui étaient aussi des psychopathes. 13 mercenaires sont capturés par le MPLA et subissent un procès. Callan et 3 autres sont exécutés.
la CIA est encore très active. Le Congrès nous aurait aussitôt arrêtés si nous n'avions pas réussi à dissimuler nos envois d'armes et de conseillers et l'implication de l'Afrique du Sud. Nous avons maintenu cela pendant un certain temps, mais l'opposition croissait. Encore marqué par ce qui s'est passé au Vietnam, le Congrès supprime les fonds additionnels de la CIA pour l'Angola. Cette abdication de responsabilité par une majorité du Sénat aura les plus graves conséquences à long terme sur la place des États-Unis et sur l'ordre international en général. Un grand pays ne peut pas se dérober à ses responsabilités. En Angola, les États-Unis espéraient la victoire. Au lieu de cela, les haines sont attisées. La guerre civile survit à la guerre froide elle-même, laissant des milliers de mutilés, de morts et de sans-abri. En 1977, l'attention des grandes puissances se tourne vers la Corne de l'Afrique. Les régimes changent, les alliances suivent. L'Union soviétique et les États-Unis changent facilement de camp. En Éthiopie, l'empereur est déposé et remplacé par des marxistes. Moscou a un nouvel allié, le colonel Mengistu Haile Mariam. Les Soviétiques proclamaient sans cesse à l'époque que la balance de l'histoire penchait en faveur de l'Union soviétique, que l'Union soviétique dépasserait notre performance économique, que l'Union soviétique détenait un avantage stratégique, que l'Union soviétique était portée par la vague des soi-disant luttes pour la libération nationale. Le nouveau régime éthiopien rejette les États-Unis. Mengistu a expulsé la plupart des Américains de l'Éthiopie au cours des mois qui ont suivi et mis fin de manière arrogante au programme d'aide américain. La Somalie voisine a été un allié des Soviétiques pendant des années. L'armée de la Somalie est équipée avec des armes soviétiques. Or, puisque désormais Moscou est aussi lié à l'Éthiopie, les Somaliens envisagent de se tourner vers Washington. Ils avaient très peu de chances d'obtenir l'appui total des Américains. Mais ils savaient qu'en essayant de se présenter comme anti-soviétiques, ils accroîtraient leurs chances. Les Somaliens rejettent le conseil de leur allié soviétique et se préparent à la guerre avec l'Éthiopie. Mais le président Carter rejette leur demande d'armes américaines. I thought that Somalia should not be permitted to succeed in trying to take Ethiopian territory, and I refused to give the Somali government any weapons. Quand même, en juillet 1977, les Somaliens s'emparent de grandes étendues du désert d'Ogaden. Les Soviétiques tentent de stopper leur avance par la diplomatie. Gromyko a suggéré une médiation conjointe avec les Américains. Mais Brzezinski l'a rejeté en disant que cela légitimerait la présence soviétique dans la Corne de l'Afrique. Brzezinski pensait que la présence américaine était légitime partout, mais que la présence soviétique ne l'était pas. Les manifestations anti-soviétiques en Somalie appuient la décision du gouvernement de renvoyer les conseillers russes et leurs familles à Moscou. Tout l'appui soviétique va maintenant à l'Éthiopie. L'Union soviétique envoie des armes et 15 000 soldats en armes en Éthiopie. Les soldats sont cubains.
C'est la seule opération que nous avons menée de plein accord avec les Soviétiques. Aucune autre coopération n'a eu lieu, même en Amérique latine. Bien au contraire. Les soldats cubains ont joué un rôle très important en Éthiopie. Les Éthiopiens ne pouvaient fournir l'organisation militaire capable d'anéantir les troupes somaliennes en si peu de temps, même avec notre concours. Grâce aux soldats cubains et à l'appui des Soviétiques, les Éthiopiens expulsent les Somaliens de l'Ogaden. Mais Moscou ne permet pas aux troupes de poursuivre leur progression en Somalie. Les militaires soviétiques envisageaient l'occupation de la Somalie, mais le gouvernement soviétique a eu raison de ne pas l'autoriser, car cela aurait rendu nos relations plus difficiles avec des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres. Mengistu Haile Mariam s'auréole de gloire. Les Cubains et les Soviétiques ont sauvé son régime. À Washington, certains voient dans cette victoire la preuve que les Soviétiques abusent de la détente. La Corne de l'Afrique n'avait pas d'importance intrinsèque pour les États-Unis, mais elle devenait importante en tant que banc d'essai et de mesure de l'interprétation soviétique de la détente. Les querelles sur le tiers-monde étaient amplifiées à outrance. Ces disputes à propos de l'Afrique, l'Angola, l'Éthiopie, la Somalie, aucune n'en valait la peine. 20 ans plus tard, personne ne se souvient même de qui faisait quoi. Dans leur quête pour profiter de la guerre froide, les superpuissances ont engendré une course aux armements dans les pays en voie de développement. Leurs promesses solennelles de modération ont été soufflées aux 4 vents.